Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Toguna. Vous allez écouter une conversation avec Fran Kourouma, écrivain et comédien guinéen, auteur du livre Notre Soleil. Il y raconte le long chemin qu'il a mené de la Guinée jusqu'à la Belgique. Notre échange a été dense et marquant. Fran pose un regard lucide sur son parcours, sur les réseaux criminels qui contrôlent certaines zones et sur les réalités complexes de l'installation en Europe. Plutôt que de retracer chaque étape de son voyage, nous avons choisi d'explorer ses ressentis, ses analyses et comment cette traversée a nourri sa vision du monde. Nous ne sommes ni experts, ni militants, ni journalistes, ni partisans, mais des passionnés curieux. Notre objectif est d'offrir un espace où toutes les voix du continent africain, toutes disciplines et origines confondues, puissent s'exprimer librement et en profondeur. Ne prenez jamais nos propos aux yeux de nos invités pour argent comptant. Vérifiez, questionnez. À notre échelle, nous souhaitons encourager la formation d'esprit critique, libre et curieux à travers l'Afrique. Bonjour Monsieur Kourouma, j'espère que vous allez bien. Bonjour, c'est gentil. Je vous vois ou je vous tutoie? On se tutoie, je pense que c'est plus relax, quoi. D'accord. Moi, c'est Diawara. Voici Jonas et Wassim. Enchanté. Enchanté. Donc, je vous laisse vous présenter succinctement et nous parler de votre parcours en quelques mots, s'il vous plaît. D'abord, merci pour l'invitation et il ne faut pas oublier qu'on doit se tutoyer. Ça relaxe et voilà, comme ça, on va bien continuer. Moi, je m'appelle Fran Kourouma, je suis guinéen. Et je ne veux pas dire que je suis d'origine guinéenne, je suis guinéen, j'habite à Bruxelles avec ma petite famille, mon épouse, et je travaille comme éducateur. Actuellement, je suis étudiant aussi, je suis les cours de double diagnostic et je dois terminer cette année. En plus de ça aussi, je joue, je suis auteur et voilà, mon parcours a fait de moi un auteur. Sinon, à la base, je n'étais pas. Et voilà un petit peu ce que je suis, quoi. Auteur de ce fameux livre, Notre Soleil. On l'a tous lu ici, on l'a beaucoup apprécié. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce titre, Notre Soleil? D'abord, tout au début, ce livre, c'est mon parcours, le récit de ma vie. Notre soleil, c'est d'abord, dans ma langue, c'est entélé, c'est-à-dire notre époque, notre vécu. Mais en français aussi, vous savez, le soleil, c'est défini pour moi comme d'abord le dynamisme, la lumière et surtout l'espoir. Malgré tous nos parcours, tout ce qu'on a vécu, on a senti toujours, on était accroché à cet espoir. Et je vous le dis, ce n'est pas que seulement sur les côtes libyennes jusqu'ici, mais ça continue cette lumière-là jusqu'à moi. C'est notre soleil, pour moi, c'est pour toute ma vie. Et à chaque époque donnée, je me retrouve dans notre soleil. Voilà le soir de ce titre. Mais je ne raconte pas ça souvent. Ce qui est beaucoup important dans ce titre-là, c'est que ce choix n'est pas venu de moi. Beaucoup de gens pensent que c'est moi qui ai choisi. C'est deux jeunes flamands qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, qui n'ont jamais été en Afrique, qui sont des Belges, qui m'ont hébergé ce jeu et qui, avec nos rapports, nos échanges, d'abord, ils sentent que j'ai été une lumière pour eux, mais sans savoir que eux, ils ont été une grande lumière pour moi, un soleil pour moi. Ils ont vu ma vie, ils ont lu mon livre, ils ont lu, en ce moment, le livre était vraiment 400 pages, hein, c'était écrit sur, et ils ont vu, Fran, au lieu de dire la traversée des migrants sur les côtes du Maghreb, ta vie, c'est comme le soleil. Pourquoi pas un titre comme ça? Et c'est comme ça l'idée m'est venue. Et parallèlement, étant malinqué, en télé, m'est venu en tête. Ah ouais, ça part avec. D'où le titre de ce livre, Notre Soleil. Vous allez voir en bas du livre, c'est écrit par les côtes du Maghreb. Parce que je voudrais toujours être authentique sur mon idée, quelle qu'en soit, mais qu'on ne me change pas. Voilà comment Notre Soleil est venu. Et aussi le soleil, j'ai envie de dire, le soleil, c'est aussi, parfois son meilleur ami, mais parfois son meilleur ennemi, surtout dans la traversée du désert où le soleil était une épreuve. Pour les gens, qui ne te connaissent pas encore, tu es parti de la Guinée et tu as traversé différents pays jusqu'à arriver en Belgique. On aimerait aussi évoquer, les différents soucis, malheureusement, qui ont pu être vécus et pouvoir, essayer de comprendre et de trouver même, ta vision et tes solutions, pour ces éléments, que ça soit
que ça soit politique ou institutionnel. Donc déjà, pourquoi tu as quitté ton pays, peut-être? En fait, d'abord, tout au début, mon parcours, au tout début, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. J'ai fait mes études et je me suis spécialisé en flora industrielle. J'ai choisi un thème, j'ai soutenu à Dalaba. J'ai fini, c'était en 2015. Et après, j'avais rêvé de faire plein de choses. J'avais même eu une bourse d'études en 2016 pour aller au Canada. Mais voilà, j'ai eu des problèmes sur place, vu que j'étais quelqu'un qui pouvait pas vraiment voir certaines choses et ne pas dénoncer, surtout quand il s'agit des détournements, quand il s'agit de certaines pratiques dans le milieu scolaire. Et donc, il y avait plein de d'autres choses qui n'allaient pas avec ma vision sur place et qui d'ailleurs même ont été même l'une des causes, je dirais même des causes de mon départ. Parce que moi, au tout début, c'est aller vers une ville, un pays où je pourrais avoir cette vie cette vie sécurisée. Ce n'est pas vraiment parce que je me dis quoi? C'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça, partout où vous partez, créez déjà votre paradis. Ce n'est pas parce que vous, en quittant d'un endroit à un autre où on va avoir facilement le paradis de l'autre côté. Ce n'était pas mon idée. C'est pourquoi à l'époque, je rêvais aller en Algérie. Mais bon, avec les réalités à l'époque en 2016, au lieu de passer vers l'Azawad pour rentrer en Algérie paisiblement, il y avait le mouvement djihadiste et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je ne vous fais pas les détails par rapport à cela. Je ne pouvais pas prendre le risque de passer vers l'Azawad, Kidal, Tombouctou et autres. Et donc, je suis passé vers le Niger. D'abord le Burkina, le Niger, et de là, je suis allé euh, au Niger. Et au Niger, aussi une autre réalité. Au lieu de passer vers c'est-à-dire du Niger partir en Algérie tout tranquillement, c'est qu'il y avait un réseau mafieux. Les détails sont dans le livre. Et ce réseau mafieux, pour faire fonctionner ce réseau, il fallait utiliser, manipuler, exploiter les migrants. Et la route qui s'ouvrait, c'était vers la Libye, pour continuer à faire fonctionner cette machine mafieuse. Voilà comment je me suis fait entraîner, sinon je savais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que avec toutes les informations, pourquoi aller vers la Libye? Et pourtant, quand vous êtes dans ce réseau mafieux, qui commence déjà depuis la frontière malienne, c'est fini. Vous êtes entraîné. Il y a beaucoup de migrants comme ça qui se sont vus entraînés jusqu'en Libye. Et de là aussi, j'ai décidé de traverser avec tout ce que j'ai vécu. Ça revient d'ailleurs même par rapport à votre question, quand au XXIe siècle, qu'on sent il y a l'esclavagisme, il y a le commerce des esclaves, qu'on sent qu'au XXIe siècle, entre musulmans, entre humains, que certaines personnes se permettent d'exploiter les gens comme ils veulent. Ça m'a vraiment surpris, avec tout ce que j'entendais de là. Donc voilà, si vous demandez pourquoi j'ai quitté et ce que j'ai vécu, c'est un peu de façon ramassée parce que si on dit on va rentrer, on va faire une tautologie pour éviter cette tautologie-là, je pense que on a d'autres questions encore. Comme on le dit souvent, on a d'autres chats à fouetter encore. Voilà. Justement sur cette question des réseaux mafieux et de l'esclavagisme dont tu parles, est-ce que, d'un peu de ta réflexion qui est venue après, comment on peut expliquer ou essayer de comprendre, cela? Est-ce qu'il y a que des raisons économiques? Comment expliquer que des gens puissent, arriver, aussi bas, on va dire, d'un point de vue moral? Et dans l'approche des ONG, des organisations, qu'est-ce que tu penses qui manque ou qui devrait être, qui pourrait être amélioré pour, éviter cela? Alors, amélior- améliorer cela, je dirais que pour le moment, c'est à mon humble avis, hein, c'est impossible. Parce que vous parlez des ONG. Ces ONG-là, déjà, la majorité de ces ONG, je ne dirais pas tout, je dis, mais il y en a plusieurs, c'est que le boulot publié, les chiffres publiés, les faits publiés ne collent pas avec la réalité. Je vous donne trois exemples. Le premier exemple, d'abord, quand nous, on était sortis de la prison de Zawiya 4, ça a coïncidé à un naufrage. On a été directement pris pour aller enterrer les naufragés.
Il y avait même des gens qui ont commencé à pourrir, qui sentaient. Et ce qui est dommage, les ONG qui sont payés, qui sont censés s'occuper de ces gens-là, étaient là. Et nous, on était hors caméra, hors photo. C'est qu'on faisait le sale boulot, comme eux-mêmes ils le disaient. On fait le boulot. Et on dit, eh bien, ce sont vos frères. On n'avait même pas de gants, rien. Les gens étaient dans des états, ben, voilà. Humainement, on ne peut pas. Et en les voyant aussi, eux bien habillés avec tous les camouflages et autres là, et après, c'est pour prendre les photos, tout. Et ce sont les photos là qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Quand on était aussi, deuxième exemple, quand on était en prison, beaucoup d'ONG viennent. J'ai expliqué ça dans le livre. Mais ce qui est bizarre dans ça, ils prennent des informations. Notre vidéo est jusqu'à présent sur les réseaux sociaux. En 2016, c'était le lendemain de la fête de Tabaski, parce que la notion du temps, je ne l'avais pas. Mais il y avait des références comme ça. Je n'avais pas de mon île de téléphone lien. Mais je me rappelle bien, c'était le lendemain de la fête. Comment on a su que c'était le lendemain de la fête? Parce que les geôliers n'étaient pas venus ce jour-là. Et quand ils étaient venus le lendemain, ils étaient venus avec les restes Et c'était la première fois que je mange de la viande aussi dans cette prison, parce qu'on a su vraiment que quelque chose se passait là. Et c'est comme ça qu'on a compris. Quand ces ONG étaient venus pour prendre les chiffres, nous interviewer, prendre les propos, avant qu'ils ne viennent, on était briefé de ne pas dire ce qui se passe là. Ce qui était dans un état impitoyable, c'est-à-dire dans un état vraiment bizarre, humainement, on les a mis dans une autre salle. Et les ONG sont venus faire leur boulot. Ils ont pris des photos, des trucs. Après, quand je suis arrivé en Nigeria, j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. On va dire qu'ils ont fait leur boulot, mais dans quel cadre? Il y a des prisons où des jeunes ont osé dire la vérité. Ceux-ci sont passés à tabac jusqu'à la mort. Voilà les pratiques. Et l'autre pratique aussi, dans ces prisons-là, pour vous dire que c'est impossible maintenant. Même dans l'Union européenne, il y a des ramifications. Et pourquoi je le dis? Parce que ces prisons sont subventionnées par l'Union européenne. Eux-mêmes, ils nous ont dit là-bas, si vous dites là-bas tout ce qui se passe ici, on ne va pas avoir des subventions. Alors vous allez mourir de faim et de soif. On va vous tabasser. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Et l'autre côté encore, pourquoi il faut attendre que les gens meurent c'est-à-dire sur la mer, pour faire les buzz avec? Et j'ai entendu certains politiques dire, ah oui, comme ça, ils vont rester ce jeu-ci, ils savent que leurs camarades meurent, c'est la solution. Le nombre de drones au-dessus des gens, le lieu d'embarcation, jusqu'à l'arrivée, jusqu'au naufrage, je dirais, il y a des drones au-dessus. Alors, ces drones-là, ils surveillent les poissons, ou bien la qualité de l'eau, ou bien la température. Mais il y a toujours quelqu'un derrière ces drones pour regarder. Donc, je me dis que c'est comme si on voit tout, on essaye de choisir qui sauver, qui ne pas sauver, parce que pour eux, il faut encore décourager par ces faits-là, ou bien encourager par ces faits-là, qui sait. Voilà toutes ces pratiques. Quand on dit que les ONG, il y a plein de ces ONG qui ne font pas leur boulot comme ça se fait. Mais bon, c'est une très, 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 très longue histoire aussi. Franchement. Ou même parfois, c'est la logique économique qui fait que les ONG n'ont pas intérêt à que le problème se solutionne pour pouvoir, on va dire, continuer à un peu avoir cette logique par exemple, de faire de la communication dessus, ce qui est un peu aberrant. Et même, c'est de la logique à peu près des bailleurs qui cachent un peu, ou dans les prisons, on cache des informations pour pouvoir avoir des, on va dire, des subventions. Donc c'est toute la logique économique qui fait que la situation entraîne la continuité de cette situation. Je suis totalement d'accord, hein. On dit que la migration, ça offre du boulot, hein. Même en Italie, il y avait des micro-projets là-bas, plein d'endroits où les jeunes, on dit, ben, si on ferme ici, beaucoup de jeunes vont se retrouver au chômage. Donc, je ne vais pas aller jusque-là, mais humainement, moi, je me dis, si on doit faire un boulot, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de la Libye, mais si on parle très loin, dans nos pays respectifs, je prends le Mali, la Guinée, parce que là, j'ai connu le Libéria, la Sierra Leone. Des fois, quand les ONG venaient pour
la distribution des moustiquaires. Des fois, on partait, par exemple, pour le cas de la Guinée, on partait dans les universités pour prendre des jeunes là-bas, on nous sélectionnait pour aller distribuer les moustiquaires. Des fois aussi, dans le quartier même, on vient, il y a des ONG qui viennent avec des moustiquaires pour la sensibilisation, pour l'utilisation des préservatifs, des choses taboues qu'on ne peut pas raconter devant certains parents. Et qu'est-ce que je fais? C'est ici que moi, je me suis rendu compte quand je parlais avec certains. Les jeunes qui se déplacent là pour aller de ville en ville, de village en village, pour conseiller, pour distribuer, si on vous dit que le salaire de ces gens-là, au minimum, c'est 50 euros, je dis bien, le minimum, c'est 50 euros, mais nous, on recevait 50 000 francs guinéens. Et après, nous, on envoie les chiffres, on leur donne. Donc, ça commence déjà là. C'est que c'est pas clair. Imaginez qu'on part, on fait tout le grand boulot, on vient, on ne donne que 50 000 francs. Mais j'ai découvert plus tard. Après, tous ces chiffres sont venus, il y en a qui se tapent la poitrine comme quoi ils ont bien fait le boulot. Mais ça aussi, c'est pourquoi je dis, on n'est pas prêt pour le moment. Vous n'avez pas une bonne image donc du monde des ONG et du secteur. Je ne dirais pas, au fait, moi je n'aime pas généraliser les choses. Pourquoi je le dis? J'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré même une dame, son contrat n'a pas été prolongé. Il y en a qui en ont marre. Moi, j'ai travaillé au sein de l'OIM dans mon pays. Donc, si je dis déjà que je n'ai pas une bonne image, qui suis-je moi d'abord? Mais je ne suis pas en train de faire un jugement. Je suis en train de raconter des faits que moi j'ai vécu. Pas que ce qu'on m'a raconté, mais ce que moi-même j'ai vécu. Mais cela n'a rien à voir que, en général, si je dis ça, alors je descends dans le cadre alors du négatif. Je ne le ferai pas. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y en a par contre qui ont la paresse de pousser, d'être méticuleux, d'être humains dans leur travail. Il y a ça, ça existe. Mais par contre, c'est tout à fait. Je connais un ami d'ailleurs, je le connaissais depuis mon enfance, Sekou Soumaoro, il travaille dans les ONG, c'est un mec, mais il est top. Il travaille au sein de l'UNICEF et après il a changé, mais il est top. Donc, il y a toujours des gens comme ça. Mais ce que je vais vous dire, en ce qui concerne ce réseau mafieux-là, qui a ses ramifications jusqu'en Europe ici, on n'est pas prêt pour régler ça. Et ce n'est pas une seule ONG encore qui va s'en occuper. Parce que quand on parle de Frontex, qui est beaucoup vu, attention, Frontex, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut reprocher à Frontex? Ben ici, je sens que Frontex est beaucoup... disons, ils sont beaucoup appréciés par rapport au sauvetage des gens sur la mer. Mais si je vous dis qu'il y avait une dame en Italie, elle est incomparable au réseau Frontex. Moi, dans le bateau, il y avait des gens, des travailleurs de Frontex qui nous donnaient des coups de pied comme ça, pendant que vous êtes assis. C'est-à-dire, quand on vous dit de vous mettre en rang, si tu ne fais pas vite, on te donne des coups de pied. Ceux qui sont passés avec moi, ils connaissent ce monsieur-là et puis ils portent des bottes. Mais est-ce que quand on fuit la Libye, on vient dans les bateaux, on reçoit des coups de pied de ces gens-là avec les bottes? Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, Frontex, cette dame-là, pourquoi je dis elle est incomparable? Elle faisait son boulot humainement. Elle sauvait les gens à temps. Elle était là. Elle faisait le boulot sans attendre de quoi que ce soit, de quiconque. Et moi, je me dis que certainement, ça ne leur arrangeait pas. Et finalement, elle a été jugée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dame en Italie. Elle a été jugée. Mais notre époque et ceux qui sont passés après nous, tout le monde parlait de cette dame-là. Parce que quand elle a un signal, elle va. J'ai oublié le nom de la dame en question. Mais elle a été jugée. Parce qu'elle a été jugée, pourquoi? Je me pose la question. Parce qu'elle fait très bien son boulot. Elle sauve les gens humainement. Pourquoi s'attaquer à elle, l'envoyer en justice? Nous voyons qu'il y a beaucoup de points où il y a des défaillances. Là, concrètement, qu'est-ce que tu penses que, par exemple, les organisations multilatérales comme l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, vu qu'il y a les pays concernés, etc., et sans oublier les organismes privés comme Frontex, peuvent faire pour entamer une démarche qui peut remédier à tout cela? En tout cas, minimiser l'impact de cette traite-là, ces atrocités qui se passent sur le désert ou sur le parcours même. Ma première proposition par rapport à cela, parce qu'il ne faut pas que seulement dénoncer,
mais il faut aussi suggérer des choses. Et premièrement, c'est enquêter sur ceux qui partent enquêter là-bas. C'est-à-dire qu'il y ait des contre-enquêteurs, quoi. C'est-à-dire pour voir ce que vous avez fait là-bas comme investigation, enquêter sur ça, si tel est conforme à la réalité. Et deuxième chose aussi, je me dis que mettre, parce qu'on va le dire, mais plusieurs fois, on va dire, ah mais quand même, nous on fait mettre l'humain au centre. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde entier, qu'on mette l'humain au centre. C'est pourquoi souvent quand j'ai fini certaines interviews, ou bien quand j'ai fini certains débats, certaines animations, on me demande, monsieur, il y a des gens qui viennent vers moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, madame, tout le monde ne peut pas nous accueillir chez eux. Tout le monde n'a pas besoin que vous leur donniez de l'argent, vous leur donnez à manger. Des fois même, c'est impossible. Il y en a qui ont leur dignité, ils ne veulent pas ça. Mais vous le savez, tout ce que tous les humains, ce qu'on a de commun, le sang n'a pas de couleur. Organisme bas, quoi que ce soit dans le monde entier, si on pouvait à un moment donné nous considérer tous des humains, enlever les voiles de migrants, de noirs, d'arabes, d'africains, de quoi, l'humain au centre, je pense qu'avec les UNG, il y aura beaucoup de solutions par rapport à cela. Ça, c'est ma deuxième suggestion par rapport à ça. Et troisièmement, je dirais aussi que ces ONG, euh, s'il faut travailler dans ce milieu, il faut donner des informations exactes. Pas des informations pour avoir une partie de la population surexcitée, c'est-à-dire en colère, c'est-à-dire contre eux, et l'autre côté aussi, une autre de la population contre les migrations, contre les migrants. C'est comme si on essaie de créer un parti politique où il y a les pour et les contre. Donc les contre vont coûte que coûte dire, mais pourquoi ils viennent chez nous? Je prends un exemple. Un jour, moi, j'ai terminé une animation. Non, c'était un spectacle après le bord de Seine. Il y a des gentilles dames qui, bon, je dirais au début, les dames qui sont venues vers moi, c'était des personnes avancées en âge. Je croyais que, comme elles ont c'est-à-dire, c'est-à-dire, première vue, je me suis dit que, comme peut-être même âge que ma maman, tout, peut-être que je serais comme un bébé gâté avec elles. Le jour J, je réponds à l'invitation, je viens. J'étais avec une modératrice et on commence à échanger. Elles m'ont traité de tous les noms. Ah ouais, les Africains, les Noirs, on sait. Vous êtes venus, vous prenez le boulot de nos petits-enfants, vous êtes des violeurs, des voleurs, des menteurs, des manipulateurs, ça se voit ici. Et en plus, on vous voit souvent avec des habillements que nos enfants ne peuvent même pas acheter. Et ce qui m'a choqué, les Ukrainiens, oui, 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 voilà le deux poids, deux mesures. On parle de réfugiés, de migrants. Quand vous prenez la première définition du mot migrant, même dans le dictionnaire, sur les réseaux sociaux, vous allez voir déjà que c'est quelque chose qui est négatif. On dit migrant, c'est expatrié pour des raisons économiques. Réfugié, donc, j'ai vu dans leur langage, c'est le mot réfugié, ce sont les Ukrainiens. Je n'ai rien contre les Ukrainiens, je n'ai même pas été là-bas. Je suis contre toute forme de violence. Mais le deux poids, deux mesures, ça, je suis contre cela. Et elle prétendait que c'était des migrants de qualité, qui ont de la valeur, qui ont de la même culture, des belles voitures, qui ont la même couleur de peau et qui viennent avec des comptes en banque. C'est une migration de qualité. J'étais en face d'elle, j'étais choqué. La médiatrice qui était à côté de moi était fâchée. Elle voulait leur répondre. J'ai dit, non, faut pas. Ce qui m'est venu en tête, c'est la parole de ma maman. Fiston, si tu es énervé, va te coucher, dors bien et viens répondre. J'ai très bien remercié ces dames-là. Je suis rentré chez moi et je me suis couché, je me suis réveillé, j'ai vu mes enfants, j'ai rigolé, qui me cassaient les couilles partout. Et je me suis dit que
il y a du boulot encore. Et c'est ça aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. C'est 2 poids, 2 mesures. Réfugiés, migrants, c'est des insultes des fois quand on appelle quelqu'un migrant. Même quand on lit, dans ton livre, on voit une certaine neutralité, une certaine sagesse. Souvent, heu, tu souhaites ne jamais généraliser, mais aussi ta posture, hem, d'intégration et en même temps d'être fier de tes origines, d'être fier de ta religion également. Et pour moi, ça a été même moi personnellement, j'en ai perçu un exemple. Un exemple d'être ferme sur ses positions, mais en même temps, respectueux, empathique et ouvert à la discussion. Heu, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce lien entre ta religion qui est l'islam et ton arrivée en Europe? Comment tu as pu faire face à cette dualité, parfois à ce contact avec, l'autre? C'est gentil, merci beaucoup. C'est vrai que psychologiquement, en Libye, à un moment donné, j'ai failli renoncer à toute forme de religion à cause d'une petite phrase. Un jour, je pars dans une mosquée, c'était à Abu Khurasan, c'est un quartier de Tripoli, c'était un vendredi. Je m'arrête devant, c'est-à-dire à côté d'un monsieur, et je fais mon Allah Akbar. Et là, il me regarde comme ça, pouf, il crache sur mon visage et il me pousse. Il me pousse jusqu'à la sortie. Et pourtant, en partant, je m'étais très bien lavé. Parce que si il y avait question, tu sens tout, mais en me poussant, c'est qu'il fait comme ça aussi. J'étais choqué. Et qu'est-ce qui m'a choqué? C'est pas ce que lui, il a fait sur place là-bas. Mais les gens qui étaient là-bas, personne n'a réagi. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis sorti, je me suis arrêté dehors, j'ai prié. Et après, dans le sermon de l'imam, je l'ai entendu dire Innamal mu'min wal ikhwa. Et là, ça m'a choqué. Tous les musulmans sont des frères. Qui suis-je alors? J'étais choqué. Parce que ça, en ce moment, je ne comprenais pas trop le berbère. Mais ça, il a dit ça m'a choqué. Qui suis-je? Qui suis-je? Et là, des questions sont venues remonter dans ma tête. Pourquoi, d'abord, la première question que je me suis posée toujours, pourquoi ça n'a pas été banni de fond en comble dans le Coran, l'esclavagisme? Au lieu de dire que tu fais telle chose, il faut donner la liberté à 3 ou 5. Au lieu de ça, c'est-à-dire la façon dont on a parlé de zina, de l'adultère et de tout ce qui s'ensuit, pourquoi on n'a pas banni aussi l'esclavagisme comme ça dans, dans le Coran, dans l'islam, partout? Parce que si on le fait comme ça, parce qu'on parle de zina, on parle du mensonge, de tout, pourquoi on ne l'a pas aussi élevé aussi au même degré comme ça? Entre parenthèses. Donc, ça a commencé à travailler dans ma tête. À un moment donné, j'ai vu des gens aussi comme ça, qui ont dit, j'arrête de prier, j'arrête de jeûner. Mais j'ai un ami Barry, en prison, il était le seul qui jeûnait. Et même pendant, ce n'était pas le mois de Ramadan, mais il jeûnait. J'ai remarqué. Il m'a dit un jour, man, on nous a tout enlevé ici. Mais si on nous enlève notre religion, qu'est-ce qui va nous rester? Notre foi. Il n'a pas dit notre religion, notre foi. Qu'est-ce qui va rester? Parce on peut s'accrocher qu'à quoi en ce moment? Parce que nos valeurs, ça fait partie aussi de ça. Il parlait autant de sa maman, de ses parents. Ça m'a beaucoup, au fait, fait oublier tout ça. Mais par contre, quand je suis arrivé en Europe, j'ai grandi dans des milieux où l'homophobie, euh, plein d'autres choses, le féminisme, en fait, c'est des choses qui ne regardent pas les gens, surtout l'homophobie. C'est pourquoi j'ai dit ça devant
des amis belges un jeudi. Avant de venir ici, si on me présentait une personne homo, euh, avec tout ce que j'ai reçu comme renseignement, comme information, je vais prendre, c'est-à-dire, je veux penser que le tuer, ça serait faire rendre une faveur à Dieu. On n'en parle pas, la place de la femme et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que j'étais mal informé. Et moi, je me retrouve dans la même situation en Belgique. Je suis sans papier, sans abri, noir dans les rues. C'est-à-dire tous les degrés, les plus bas niveaux quoi, de la vie. Je ne vous détaille pas qu'est-ce que j'ai vécu là. C'est une autre vie. Et ce sont deux jeunes flamands. Et j'ai compris plus tard qu'ils sont mariés. Deux hommes mariés dans la même maison, moi habité là, avec tout ce que j'ai reçu. C'est-à-dire, comme si dans ma tête, mes ennemis jurés, quoi, qui m'ont pris dans la rue. Et là, j'habite là, rapidement, je commence à comprendre, ouais, c'est des hommes. Comment prier ici? Quoi faire? Je sortais aller prier au parc, il y a une dame qui m'a dit, on ne fait pas ça ici. Donc, rapidement, j'étais gêné. J'ai fait 3 jours, j'avais des problèmes, comment prier? Et j'avais du mal aussi à leur expliquer. Et j'ai eu des parents, j'ai eu ma maman au téléphone. Elle n'a pas lu le Coran, elle n'a pas été à l'école, mais elle m'a dit ceci, mon fils. Elle m'a dit d'abord, si j'avais su que tu étais comme ça depuis ton enfance, j'allais te jeter dans la poubelle. J'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi? Elle dit, ces jeunes gens t'ont vu dans la rue. Ils t'ont pas regardé comme un Africain, comme un Noir, comme un sans-papier, un sans-abri, un voleur, un menteur. Ils t'ont pris dehors. Ils t'ont ramené chez eux. Tu habites avec eux. Et encore, ils te donnent tout à manger. Ils partagent tout avec toi. Elle dit, tu sais pourquoi? Je dis non. Parce que c'est des humains. Parce que ce que vous avez de commun, c'est humain. Et pourquoi tu ne penses pas comme eux? Elle m'a raccroché. Elle n'a jamais lu le Coran. La seule phrase qu'elle retenait souvent, elle dit que si j'avais vu Jésus, il y a une phrase qu'elle dit chaque fois, je l'aurais aimé. J'ai dit quelle phrase? Elle dit que j'entends souvent, parce qu'on envoie des vidéos en Afrique pour regarder l'histoire de Jésus et tout. Donc il y a une partie que maman a retenue, que quand on te gifle par là, il faut encore montrer l'autre côté. Cela montre que la violence, la non-violence, éviter de répondre quand on est en colère, éviter de dire coup sur coup, dent pour dent. Et elle nous parlait de ça chaque fois. Elle dit, quelle est cette partie-là même que Jésus dit là? Donc, et du coup, je me suis renseigné aussi avec d'autres pour voir la coexistence, l'importance de la coexistence pacifique. Le jugement que nous allons avoir, que ce soit un adulteur ou bien une personne homo, que ce soit quoi que ce soit dans ce monde-là, qui suis-je pour en juger? Si on est des humains, on peut cohabiter ensemble. On peut faire les choses ensemble. Ce jugement-là, c'est Dieu qui sait là-bas comment il va faire ça. Et plus tard, je me suis rendu compte que même dans l'islam, on peut pardonner tout, mais ce qui se passe entre nous humains, Dieu ne peut pas pardonner tant que la personne ne pardonne pas. On n'a pas dit que si la personne est un kafre, Dieu dit, oh, on s'en fout. Si la personne est homo, on s'en fout. Dieu n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais vu ça, un karamoko ou bien quiconque dire ça, on s'en fout. Mais on a dit que tant que la personne. Et je me suis dit qu'alors, petit, tu te trompes. Je me suis parlé, tu te trompes. Voilà comment moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur ma façon de voir les choses, ma façon de comprendre les choses. Et je me suis fait cette idée, ne pas dire, ah ouais, ce sont les Arabes comme ça, ce sont les Africains. D'ailleurs, c'est un sujet que je débatte beaucoup dans mon deuxième livre. Moi, j'ai une question justement sur ce sujet du pardon dont vous avez parlé, dont tu as parlé, du fait, etc. Comment toi, personnellement, comment tu prends cette notion de pardon? On sait que tu as vécu des choses assez difficiles, que des gens t'ont fait souffrir. Comment tu penses par rapport à eux et comment tu prends cette question de pardon? J'imagine que ça doit être difficile. Enfin, j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là, toi, par rapport à ce que tu as vécu avant. La première des choses, je me dis souvent,
quand je me fais mes autocritiques dans la tête, je dis, petit, pense à ce que maman te disait souvent. Quand tu veux juger les gens, regarde tes doigts. Ils ne sont pas égaux, hein. Les humains aussi, on est comme ça. Comme on dit souvent, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Amara, il y a Zauro. Ils ne sont jamais comme ça. Si tu veux être comme l'autre là, toi, tu vas peut-être te courber. On a vu Diawara, le beau gosse, si je m'arrête à côté de lui, on va être comme ça. Donc, on est comme ça. Si Paul et Pierre me font du mal, vous qui êtes devant moi, ce n'est pas le cas. Je m'en fous de votre appartenance, de votre origine. C'est l'humain que je vois. Et pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur moi aujourd'hui aussi, je me dis, mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin de moi? Ce sont mes invités spéciaux dans ma vie. Mes invités de marque. Je ne dois pas prendre mes conneries, mes bêtises, mon passé pour faire de leur vie une vie de merde. C'est pourquoi je dis l'éducation est essentielle. Certaines personnes sont racistes parce que ça vient aussi des parents. Même pas les faits, même pas les... Il y a des mots qu'on dit souvent devant les enfants. On dit, oh ben, on s'en fout. Mais attention, ils mémorisent. Il y a des questions que les enfants posent des fois, on banalise, mais ça a du sens pour eux. Je me dis, tout ce que j'ai vécu là, ce ne sont pas tous les Libyens qui m'ont fait du mal. Ce ne sont pas non plus tous les Maghrébins qui m'ont fait du mal. Il y a des bons, il y a des mauvais. D'ailleurs, j'ai eu de très bons amis en Libye. Je suis en contact avec certains jusqu'à présent. En Europe ici aussi, quand j'étais sans papier, sans abri, je vous assure, j'ai vécu pire encore. Moi, j'ai été plusieurs fois giflé dans les trams, parce que quand on dit pickpocket, même maintenant là où je suis, c'est pourquoi souvent, il y a mon directeur qui me dit, tu aimes souvent être bien habillé. Je dis oui, parce qu'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, comme on le dit, mais moi, parfois, j'aime être propre, parce que plusieurs fois dans les métros, dans les trains, quand on dit pickpocket, j'ai été accusé par mon habillement, par mon état, parce que j'étais avec mon caddie, des fois très sale, les yeux rouges, des fois parce que la nuit, je ne dors pas. Et du coup, l'image, ça, pour certains, ça montre que quand on dit pickpocket, c'est directement. Et j'ai été plusieurs fois sauvé par la caméra, parce qu'on regarde la caméra, on dit, c'est pas lui. Et des fois, même les excuses, on me dit, on dit, monsieur, ah ben vous, je suis, pourquoi vous vous mettez ici? Et donc, je me dis quelque part que il est important, tout ce que moi j'ai vécu là, que je transforme ça en autre chose, mais surtout à ne pas effacer même une virgule de mon vécu, à raconter, à être fidèle à la réalité. Parce que ça dit ce vécu, cette histoire, elle est têtue et je ne peux pas vraiment changer même quoi que ce soit. Et c'est pour toutes ces raisons, dans l'éducation de mes enfants dans mes propos, pour tous ceux qui vont m'écouter, je souhaiterais expliquer ma vie, à eux d'en juger, de prendre, c'est-à-dire, ou d'être d'accord ou pour, c'est-à-dire, ou ne pas être d'accord, mais moi, je ne vais pas avoir une position négative, ni trop aussi positive aussi. Dans la transmission, moi, ce qui m'intéresse, c'était, tu as parlé de religion. Dans les moments difficiles, lors de la traversée jusqu'en Europe et même en Europe ici, tu as vécu des choses difficiles, tu as été avec des gens qui ont été dans des situations difficiles, tu l'expliques bien dans ton livre. Comment on garde la foi dans ces difficultés et aussi comment tu arrives à tirer le meilleur de ça pour enseigner ça, que ce soit à tes enfants, mais aussi autour de toi? Et est-ce que tu fais du même coup des conférences ou des ateliers ou des débats avec des jeunes ou moins jeunes dans les pays d'Afrique ou partout dans le monde pour transmettre cela? Ok, peut-être tu vas me rappeler après. Et moi, je vais rajouter une quatrième aussi. Parfois, on voit une transmission du trauma. Oui. Mais Celle-là, excuse-moi de te couper, mais elle est importante. Je préfère, quand je vais terminer sur ça, parce que ça, c'est très important aussi. Elles sont toutes importantes, mais voilà, je voudrais peut-être glisser sur ça après et un peu plus détaillé parce que c'est très important surtout. Beaucoup de jeunes sombrent dans l'alcool, dans la drogue. C'est à cause de ces choses-là. Et ça part jusqu'à dans les familles. Bon, par rapport à ta question, parce qu'il y a beaucoup de questions à la fois, euh, moi, ma foi,
religieuse, je l'ai eue très petit, très, très jeune. D'abord, j'ai été cet enfant rebelle, en même temps très religieux. Et souvent même, on me disait en Afrique, un enfant très religieux n'a pas longue vie. Donc, c'est pour vous dire que mes parents ne m'ont jamais obligé à prier, à être trop. J'avais même le pantalon coupé, il fut un temps, j'ai coupé tout le pantalon. J'étais vraiment, vraiment très, très, tu vois, sunnite, mais vraiment, parce que j'ai même quitté dans notre foyer pour aller habiter dans une famille sunnite même, tellement que je voudrais, parce que j'ai pas eu la chance à bas âge d'apprendre le Coran. Mais où ma foi a été, et ça c'est pour toute la vie, quoi qu'on dise, mais je me dis toujours que Dieu existe. Un jour au Mali, c'était les vacances, et il y a eu une forte inondation entre la Fiabougou, dans la rivière de encore là. Donc, le pont même était submergé, tout. L'eau était vraiment montée. Et il y avait un petit café-bar tout près du pont. Il y avait un monsieur peu là-bas qui vendait là-bas. Et moi, j'avais mon Coran là-bas. Et dans les histoires, on dit que encore en bas de là-bas, il y a un guine là-bas, tous ces qui s'en suivent. Et moi, je quitte au travail. On me dit que, ah, Manika, Bikoni, aujourd'hui, c'est fini pour toi, hein. Toutes tes affaires, courant quoi, parce que je disais chaque soir en français, tout est là-bas. Vous le savez ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, Dieu, on a dit qu'il y a un gros serpent ici, il y a des caniveaux là. C'est le moment de me montrer que tu existes, hein. Je vous assure. Et il y avait des fils électriques dans l'eau. Personne n'osait de sauter. J'ai plongé directement dedans. Je suis allé, j'ai récupéré mon courant, j'ai marché. Tout le monde était étonné. Je vous assure, c'est ce jour-là, je me suis dit que, alors là, il s'est manifesté. Parce qu'il y a eu 2 morts. Ceux qui se sont jetés aussi, parce que moi, je l'ai fait. Le courant électrique, je ne sais pas. Si en ce moment, il y a eu, tout s'est arrêté, je ne sais pas. Mais en me jetant dans l'eau, j'ai dit, bon, Dieu, c'est le moment, hein, si tu existes. En Libye, tout, quand je dis notre soleil, tout ce que j'ai vécu sur le désert, parce qu'il y a eu plein de morts aussi dans notre convoi. Il y a eu des gens qui sont décédés de faim, de soif, et même la lumière là, parce que c'est pourquoi, quand je regarde mes enfants, des fois, je dis, vous êtes dans un camp. Mes enfants, vous mettez un baffle là, ils vont dormir. Même si c'est dans une boîte de nuit, quand ça tombe, des fois, mais ils font comme ça, ils dorment. Parce que je me dis que je dois les habiter certaines choses, parce que j'ai vu des gens souffrir par manque de ça. La lumière, la nuit, comment donne le noir complètement, quand il fait trop noir, ou bien la soif, la faim. J'ai vu plein de gens comme ça qui ont eu des problèmes psychologiques, c'est-à-dire physiques à cause de ça, qui sont même morts à cause de ça. Donc, tout au long de cette traversée, il y a eu beaucoup de moments où, à un moment donné, j'ai dit, ben, enfin maintenant, est-ce que Dieu existe? Parce que pourquoi on souffre de tant comme ça? Et jusqu'à un jour, j'arrive en Libye, il y a un monsieur qui nous dit, les Noirs, vous êtes des haroufs, vous n'avez pas droit à la liberté, à une vie de bonheur. Vous rêvez pour ne rien. Vous allez vivre comme ça, vous êtes nés dans la malédiction. C'est comme ça. Et certains de nos potes commençaient à croire à cela. Et pourquoi alors adorer Dieu alors qu'il nous a créés comme ça pour qu'on vive de la sorte? Mais c'est pourquoi certains amis m'appelaient le professeur. J'étais toujours celui qui, man, essaie de venir, on s'assoit, on parle. J'étais tout le temps en mode réunion parce que j'étais habillé avec, c'est-à-dire, malgré que mon pantalon était déchiré, mais j'étais tout le temps en mode, comme on dit, sable français. Et puis, bien, j'étais tout le temps arrêté, comme je dis, mais avec un petit carnet aussi, mais ça, je prenais mes petites notes avec en main. Et j'appelais tout le temps les amis. Souvent, même les amis, ils me disent, ah, dis donc, tes réunions de merde, là, on en a marre. Donc, j'appelais toujours, j'essayais de moraliser. Même moi, des fois, il m'arrivait, mais vraiment, de perdre cette foi-là. Des fois, je refusais de prier, mais à des moments, ça me revenait. Et puis, euh, voilà, je continuais dedans, jusqu'en Europe aussi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai ma foi, cette religion-là, je l'ai. Je suis avec des amis qui ne sont pas musulmans, je respecte. Et ça, c'est important. Je dis ça à tous les migrants. Il est vrai qu'on ne peut pas être de même confession religieuse. Il est vrai qu'on ne peut pas être, c'est-à-dire, je peux être avec quelqu'un qui est athée, mais respectons nos
C'est que les gens, il faut respecter ce qu'ils ont et que eux aussi nous respectent aussi. Que le respect soit réciproque. Respecte la vie des gens, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Des fois, ces jeunes flamands, des fois, quand on discutait, on partait jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de discuter de la religion. Ils avaient aussi des mauvaises interprétations de l'islam. Mais dans nos discussions, dans nos échanges, ils ont compris plein de choses, j'ai compris plein de choses. Donc, ma foi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme des jeunes que j'ai vus, beaucoup de gens aussi que j'ai rencontrés. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à cela, mais il y a eu aussi des hauts et des bas, mais j'en connais plein qui, après la Libye, qui étaient très religieux là-bas, mais après la Libye, qui ne sont plus religieux ici. Il y en a qui sont devenus des grands buveurs d'alcool. Il y en a qui prennent voilà, qui fument de la cigarette, qui disaient là-bas, Astaghfirullah, non, non, qui étaient même nos imams là-bas. Il y a beaucoup qui ont changé ici. Il y a beaucoup, par contre, aussi qui sont venus ici aussi, qui n'étaient pas très religieux là-bas. C'est comme ça. Ceux qui étaient plus religieux, il y en a qui ne sont plus. Ils étaient religieux parce que la peur était là, il fallait adorer Dieu. Peut-être que si je suis très religieux, je prie, Dieu va avoir pitié de moi, je vais traverser. Et que ces gens-là aussi voyaient, malgré que celui qui priait, qui faisait tout, il a fait un naufrage là-bas, pendant un autre convoi là où il y a eu 118 personnes qui sont décédées. Il y avait même notre imam dedans, celui qui nous faisait prier. Il y en a un ami qui m'a dit, man, si tu pries, tu vas traverser. Tu ne pries pas, tu ne vas pas traverser. Si, si tu ne vas pas traverser, tu vas. Donc, moi, j'arrête tout. Je regarde comme ça maintenant. On a dit, bon, alors tu es athée. Alors, il dit, je suis ni athée, ni musulman, ni chrétien. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas prier. Et par contre, lui aussi, il a traversé. Et du coup, quand lui, il a traversé, les autres aussi ont voulu suivre la même chose. J'en connais certains qui ont suivi la même chose, mais qui ont fait le naufrage. Donc, vous voyez, il y a eu toujours comme ça parmi les migrants. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes Et questions. la deuxième était, après toute cette douleur, tu arrives à tirer que le meilleur de ça pour le partager avec tes enfants dans un cercle plus privé, mais aussi avec les autres et que tu sensibilises les autres sur la traversée. Pas moralisateur, mais tu leur dis la vérité de cette traversée-là. Comment tu arrives à faire ça? Premièrement, j'ai tout fait pour que ça ne m'affecte pas. Et même si ça m'affecte, j'essaie de surmonter. Parce que premièrement, c'est ma maman aussi. Au fait, nous, notre enfance, on n'a pas connu la crèche, on n'a pas connu. C'est pourquoi un jour, on m'a dit, monsieur, allez-y voir un psychologue. Ça revient un peu par rapport à ce que vous êtes. J'ai dit, mais tu as vu un Renoir aller voir un psychologue? Et la première fois que j'ai été voir un psychologue, on en a tellement parlé que, monsieur, vous n'avez pas besoin de psychologue. Parce que moi, même maintenant, quand je veux parler de ma vie, de mon passé, j'appelle ma maman, je vous assure, je trouve des solutions. Elle est comme une bibliothèque pour moi. Elle est le baobab de ma vie. C'est-à-dire, elle me connaît. Elle connaît mes soucis, elle connaît ma réalité, elle connaît ma vie. Et donc, dès que je l'appelle dans quoi que ce soit, on trouve des solutions ensemble. Ce n'est pas qu'elle elle trouve des solutions pour moi pour m'imposer, mais on trouve toujours des solutions ensemble. Et ça, c'est important. Donc, quand tu me poses la question par rapport à avoir vraiment cette idée, être vraiment c'est-à-dire équilibré sur la situation, ne pas me laisser affecter sur le plan religieux, coutumier ou bien sur d'autres plans, je vous dis, maman aussi, elle est très importante. Des fois même, elle me dit, mon fils, si tu te laisses emporter par ces soucis, c'est que tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils et ne m'appelle jamais maman. Chaque chose doit être une expérience pour toi. Chaque événement, chaque vécu, ça doit être une expérience que tu dois utiliser pour évoluer, pour enseigner, pour raconter en étant fidèle à cette réalité. Mais que ta position négative, trop négative, ne soit pas démontrée. Elle dit souvent en malinqué, mais j'essaie de vous traduire un peu en français. Mais ça ne doit pas t'affecter. Si ça t'affecte, tu n'es pas mon fils. Et souvent, pour résumer aussi, en 2 mots, on dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
Et de l'autre côté, dans le jargon des migrants, on dit que le découragement n'est pas africain. Donc, voilà. Et par rapport à, j'aimerais bien finir sur cette dernière phrase, mais on voulait parler de la transmission des traumas. Et qu'est-ce que tu as à dire sur cette question? Est-ce que je peux juste compléter aussi, enfin, c'est à peu près une question liée, mais transmission aussi, toujours dans la question d'éducation, par rapport aux difficultés que tu as connues. Est-ce que tu souhaites leur transmettre ces leçons des difficultés que toi tu as connues, ou est-ce que tu souhaites qu'ils soient totalement à l'écart de tout ça et qu'ils aient leur vie enfin, pas parfaite, mais bien sûr avec des difficultés, mais autres? Pour le moment, ils sont très petits. Même mon livre, mon fils, il t'attend dessus, mon premier fils. Après, j'ai dit, ça va venir. Mais je ne suis pas prêt pour le moment à leur partager. Même ma maman, elle n'a pas lu mon livre, tant mieux. Elle ne sait pas lire. J'ai dit aux gens de ne pas lire aussi. Parce que je sais, je veux pas. Je veux, le jour que je vais essayer de leur parler. Mes enfants, ils sont à un âge pour le moment où ils ne savent pas faire le jugement des choses. Et je ne veux pas que moi-même, est-ce que je suis prêt à leur raconter? D'abord, moi, je dis toujours, mon premier fils, c'est mon livre. Donc, eux, quand ils vont grandir, ils vont apprendre. Leur grand frère va leur renseigner à travers ce qu'ils vont lire dedans. Et là, ils viendront vers moi. C'est en ce moment, moi, je serai là pour leur recadrer entre mes 4 fils, parce que je les appelle mes 4 fils. Je serai là maintenant pour vous dire non, n'écoutez pas trop ce que votre grand frère dit par-ci, par-là, et essayez de voir. Ouais, votre grand frère, il dit ça, mais attention, toi, tous les Libyens ne sont pas comme ça, tous les Arabes ne sont pas comme ça. Je serai là à faire ça. Mais pour le moment, tous les 4, ils suivent leur chemin pour le moment et j'essaie de faire au mieux pour ne pas que eux aussi, ils revivent la même chose. Ça, je ne souhaite à personne. Ils revivent la même chose. Ce n'est pas mon but d'ailleurs même. Parce que est-ce qu'ils auront la même patience, le même jugement? Est-ce qu'ils auront ça? Est-ce qu'ils auront la même compréhension des choses? Ça, c'est pourquoi je ne souhaite, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ce que moi j'ai vécu. Voilà. J'ai l'impression que ta vie a été un combat. Et est-ce que tu voudrais une vie plus tranquille? Une vie tranquille, je me dis souvent, est-ce que ça existe tant qu'on est jeune, combatif, motivé je pense pas que. Avant, je pensais à la. C'est-à-dire pour un peu euh, faire une sorte de parallélisme entre la paix du cœur et cette vie que tu parles. Moi, la première fois que j'ai eu la paix du cœur dans ce pays, en Europe, c'est quand j'ai eu mon contrat de travail indéterminé, un CDI. C'est ce jour-là j'ai eu la paix du cœur. Je vous dis pourquoi. On peut tout m'enlever, mais il y a ma liberté. Ma liberté, c'est mon travail. Ce que je gagne à travers la sueur de mon front, j'en ai parlé de ça dans certaines interviews, les gens pensent que oui, cela veut dire que ceux qui gagnent, il y a toutes sortes de manières de gagner de l'argent. Je ne suis pas là pour juger quiconque. Mais quand je dis avec la sueur de mon front, ça veut dire gagner dignement quelque chose. Sans pour autant se rendre compte que je gagne ça, mais ça fait du mal à autres. C'est de ça que je parle. Quand je parle la sueur de mon... C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et donc, ma liberté, c'est ça. Ma paix du cœur, c'est ça. Quand je n'ai pas du travail, je me stresse. Depuis que je suis venu, c'est pourquoi je dis à tous les migrants, il est vrai que si tu te bats, tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème d'infirmité ni rien, va travailler. Moi, je n'aime pas le CPS. Je n'ai jamais accepté le CPS. Je n'ai jamais accepté le chômage. C'est que le social, l'argent qu'on donne à travers le social, je n'ai jamais accepté. J'ai accepté de travailler dans le centre avec 3,50 € par jour. Et les longs couloirs, quand vous partez, tapez sur Internet le petit château de Bruxelles, vous allez voir les longs couloirs, les grands, tout. Mais l'exploitation même, en plein cœur de Bruxelles, dans le grand centre même de Bruxelles, l'exploitation même était là. On travaillait 3,50 € avec le boulot, mais après, le même boulot que tu fais à 15 €, quelque part, on le faisait là-bas à 3,50 €. Mais j'ai accepté de travailler parce que c'était ma liberté. Depuis qu'une fois, la dame, elle m'a servi sur un plateau, c'est-à-dire le poulet plongé dans de l'eau chaude.
et que je lui ai demandé c'est quoi ça, elle m'a dit si vous ne voulez pas rentrer chez vous, depuis ce jour, j'ai dit petit, va chercher ta liberté. Ne sois pas un parasite de la société. Et j'ai commencé à travailler depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, plus tard, quand on m'a retiré mon titre de séjour, j'ai engagé une nouvelle procédure via base de mes travaux, c'est-à-dire de mon travail, j'ai pu avoir la nationalité. Maintenant, par rapport à ces traumas, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui se les a affectés. C'est-à-dire quitter en Libye avec tout ce qu'on a vécu, revenir ici encore, tomber dans d'autres réalités, j'en connais plein. Quand je vais à la gare du Nord, à Bruxelles, je vois beaucoup de mes amis. Ils sont dans la drogue. Ils sont devenus alcooliques. Il y en a après avoir perdu le titre de séjour, ils n'ont pas pu se soulever maintenant. Psychologiquement, ça les a affectés. Ceux qui ont pu encore continuer à travailler, et j'en connais plein, ça continue même dans leur vie de couple, avec leurs enfants. Des fois même, je suis appelé pour intervenir entre certains frères. Mais je sens ce qui est là, des fois. Et je sens aussi encore. C'est pourquoi quand on me parle de racisme, je ne suis pas d'accord du tout, du tout. Toute forme de racisme, je ne suis pas d'accord, comme violence aussi. Mais quand je vois certains frères africains, entre maghrébins et africains noirs, je sens du racisme, je peux comprendre, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si j'interdis cela. Parce qu'il y en a qui généralisent à cause d'une minorité qui les ont exploités, qui les ont maltraités. Ils sont contre tous les Libyens. Ils ne veulent pas voir les Maghrébins même en général. Ils ne veulent même pas collaborer avec eux. J'en connais certains frères comme ça. C'est dans leur tête que ouais, tu ne peux pas, un Maghrébin, avec les mots qu'ils ont reçus là-bas, noir, sale, noir, tout ça, ils ont ça dans la tête. C'est pourquoi quand mon livre est sorti, il y a eu beaucoup de critiques dans ce cadre. Comme quoi, je suis un vendu, un traître, j'essaie de dire n'importe quoi, les Libyens, ils ne sont pas bons. Et il y en a même qui me disent aussi, ouais, tu es en Europe, comme ça, on te donne de l'argent pour que tu racontes n'importe quoi, pour nous empêcher de venir. Tandis que toi, tu baignes dans l'argent, tu es dans tout. Et en finalité, en Europe ou ici encore aussi, je reçois des critiques chaque fois, comme quoi, ah ouais, et maintenant que vous avez l'Eldorado, tout, 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 et vous êtes comme ça, vous prenez le travail des gens avec tous les noms. Donc voilà cette réalité. Le trauma, c'est la vie de beaucoup de ça, détruit beaucoup de gens. Il y en a qui quittent en Afrique en très bonne santé psychologiquement, mais ils sont là, ils sont foutus. Je vois beaucoup comme ça. Ce que moi je vais vous dire, ce que j'ai remarqué dans mes remarques sur le Maghreb, ceux qui sont sortis du Maghreb, aller visiter d'autres pays, qui ont marché, c'est-à-dire, on dit les aventuriers. Ceux qui ont des parents aventuriers, qui sont sortis, qui sont revenus s'installer, je vous assure, vous n'avez aucun problème avec ces gens-là. Ils n'ont pas, ah, je ne suis pas, les Africains sont comme ça, c'est comme ça. C'est rare, je ne dis pas qu'en général, mais c'est rare. Mais comme on dit chez nous, ceux qui sont nés, grandis, ils n'ont jamais vécu l'aventure, ils n'ont jamais rencontré des Paul et Pierre. Parce que je prends l'exemple sur moi-même. Si je ne venais pas aussi en Europe à l'époque, à Bruxelles, à rencontrer ces deux jeunes-là, je serais, jusqu'à maintenant, je serais contre les homosexuels. Je serais contre beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et même des fois, même avec mon épouse, quand elle me voit laver la maison, nettoyer, faire les ménages à la maison, elle dit, tu as vraiment changé, quoi. Il ne faut pas faire ça en Afrique, hein, sinon on va me dire que j'étais envoûté. Je la comprends. Toi, tu comprends pourquoi j'ai dit. On va la dire, tu l'as. Oh là là. Et elle a complètement envoûté son mari. Tu vois, même, je dis qu'il lave les bols, il lave la maison. Après, il va travailler. Mais je dis, c'est quoi? Ce n'est pas étiqueté sur le visage de mon épouse, c'est elle qui doit tout faire à la maison. C'est elle qui doit préparer tout. Quand je viens, elle doit faire tout, elle doit enlever mes chaussures, elle va... Non, ce n'est pas une étiquette sur elle, tout ça. Il est vrai que oui, il faut relativiser les choses aussi. Quand je vais, c'est pourquoi mon fils, quand il appelle tout le monde madame, madame, on dit, mais qui vous a appris ça? Il dit, papa a dit, il faut appeler les gens madame. Il y en a qui sont gênés à cause de ça. J'ai dit, oui, il faut que j'apprenne la culture d'ici à mes enfants et celle de l'Afrique. Parce qu'un jour, ils vont partir, ils vont appeler quelqu'un par leur nom. Qu'ils continuent à vous voir, parce que le vouvoiement, c'est un signe de respect en Afrique.
Tu dis à quelqu'un, tu vas dire, mais quel est cet enfant comme ça? Nous, on a reçu des gifles comme ça à cause du manque de vouvoiement. Donc, j'essaye de leur donner cette éducation-là. Il ne faut pas qu'ils soient trop européens, qu'ils soient trop européens et oublier d'où je viens. Et souvent, quand je leur demande quelque chose, ils disent, papa, pourquoi? Je dis, ouais, parce que papa, il vient de l'Afrique, hein, et tu dois aller là-bas un jour. Donc, enfin, bref, j'essaye de faire en sorte que je n'oublie pas mes origines. Je ne deviens pas trop d'ici. Et non plus encore, je n'impose pas trop ni ma religion ici. Je n'impose pas trop ni ma culture, ni mon origine ici. J'essaie de faire au mieux pour être au beau milieu. Justement, on a une dernière question qui concerne l'Afrique. Justement, on demande à tous nos invités, est-ce qu'ils ont une personnalité africaine à recommander qui serait intéressante à suivre? Et aussi Une œuvre culturelle et un conseil. Moi, je pense que actuellement, il y a un monsieur qui est en Afrique, ou bien ici. Peu importe. Mais Qu'importe. pour l'Afrique, je pense, même si vous l'avez par téléphone, ou bien, mais c'est un monsieur, il est exceptionnel, monsieur Wad. Je l'ai connu au Mali. Et je ne sais pas s'il est maintenant en Côte d'Ivoire ou bien, mais il a tellement vécu avec la jeunesse, avec les jeunes, il a tellement travaillé dans le milieu, bien sûr, du foot, mais il reste une personne de référence, une personne exceptionnelle. Parce que je l'ai connu comme moi, je ne pensais même pas si j'allais venir en Europe à l'époque. Et il m'a beaucoup inspiré. Maintenant, sur le plan européen, ici, si vous me demandez quelqu'un qui, qui inspire, ah, parmi mes amis, je dirais c'est Barry. C'est compliqué pour lui pour le moment, mais Barry, c'est une personne spéciale. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il est Peul, moi je suis Malinké, mais je me suis senti avec un Guinéen, un humain, mais jamais avec des soucis. Ah, comme ça. D'ailleurs, il parle très bien Malinké, comme si c'était il a la chance, partout il parle, il apprend vite fait la langue. Et c'est un monsieur exceptionnel. Et quoi d'autre parmi les figures, je me méfie beaucoup de et parmi les Européens aussi, Sandra Racco. J'ai travaillé avec elle. On a vécu ensemble, on a écrit le livre ensemble. Et pourquoi d'ailleurs même la question sur pourquoi j'ai choisi le théâtre, j'ai choisi ceci. Honnêtement, moi, mon seul choix, quand j'ai écrit le livre, c'était pour l'édition, c'est-à-dire être édité. Mais le théâtre maintenant, les animations et autres, ça c'est Sandra Racco. Elle, à la base, elle est comédienne. Moi, je n'ai jamais fait d'études dans la matière. Mais on a travaillé ensemble parce que moi, j'ai tout écrit sur mon téléphone jusqu'à ce que j'ai eu 800 pages. On a retravaillé. Une personne, elle est venue vers moi humainement. On a commencé à travailler. Des fois, je me fâchais, j'étais en colère, mais elle a accepté tout ça. On a fini le livre, on a essayé de chercher, d'abord de faire des lectures spectacles et jusqu'à ce qu'on est arrivé à un format de lecture, c'est-à-dire de représentation théâtrale. Et ça, c'est grâce à elle. Elle a réuni une équipe autour de moi. On a travaillé ensemble et le fruit de notre travail, ça a été le spectacle que je joue actuellement. Et le livre aussi, c'est grâce à toutes ces investigations et c'est grâce à elle aussi que j'ai rencontré une belle personne aussi qui s'appelle David Michels, qui est le directeur. D'ailleurs, même si vous veniez là-bas, c'était lui qui allait vous accueillir parce que c'est un monsieur, mais voilà. J'évite les détails, mais il est super. Il est génial, ce monsieur. C'est d'ailleurs même le deuxième prénom de mon fils, de mon deuxième fils, c'est David. On m'a souvent dit, mais pourquoi vous avez nommé votre fils David? J'ai dit que quand je veux donner le nom de mon enfant à quelqu'un, je ne regarde ni sa religion, ni son appartenance, ni sa couleur de peau. Je regarde l'humain qu'il a été envers moi. Moi, j'ai peur des gens qui sont racistes, mais qui n'extériorisent pas, qui font semblant. Ces personnes-là sont très dangereuses. Ils rigolent avec toi, ils sourient, ils font semblant, ils t'accueillent bien. Mais quand ils quittent, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'eux, ils pensent? Biologiquement, ils pensent qu'ils vous dépassent. Ouais, vous êtes un sous-homme, tout.
J'ai peur de ces gens-là. Je vous dis un dernier truc. Un jour, on était dans le train, on sort du centre, je suis avec une dame, on monte dans le train. Et il y a une vieille dame qui était arrêtée, une personne avancée en âge, parce qu'on n'aime pas ici qu'on dit une vieille dame. Chez nous, quand on dit vieux père, même à un jeune, c'est du respect. Voilà. Donc, la jeune s'est levée, qui est celle qui était avec moi, et la dame, elle a dit, asseyez-vous. Elle a dit, non, madame, nous ne voulons pas que vous nous cédiez la place. Nous voulons que vous quittiez dans notre pays. Et les gens qui étaient autour ont commencé à rigoler. J'étais fâché contre ces gens-là. Mais cette dame, par contre, je n'avais rien contre elle. Elle a dit ce qu'elle avait au fond d'elle. On dit quand le mal est prononcé, des fois c'est violent, mais c'est peut-être par méconnaissance, ou bien parce qu'elle est mal informée, ou bien, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont nés et grandis ici, qui n'ont jamais vécu ailleurs. Parce que si tu vas vivre ailleurs, tu vas voir comment les gens vont te traiter là-bas, comment les choses te passent. Quand tu viens chez toi, est-ce que tu vas réagir comme ça? C'est comme si moi, je me retourne aujourd'hui, je m'assois en Guinée. Je- Ce serait difficile que j'aie la même chose, la même compréhension des faits comme ceux qui sont nés et grandis là-bas. Donc, ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas que l'Europe partout. Quand on sort, on se promène, ou bien on part à l'aventure, on apprend. Il y a nos parents même qui disent que un aventurier de 10 ans, c'est comme un élève aussi de la 10e année. Je peux comprendre pourquoi ils le disent. Des fois, même l'aventurier dépasse même celui qui n'a fait que réciter seulement les leçons. Et par rapport à celui qui a vécu des hauts et des bas. Donc, voilà. Franco Romain, merci pour vos Merci paroles. beaucoup. C'est moi qui vous remercie.